Février 1945, Iwo Jima. Takahashi Toshiharu était accroupi dans son bunker en béton, regardant les chars américains approcher à travers la cendre volcanique. Il attendait ce moment depuis longtemps. Son unité s'était entraînée pendant des mois à détruire des blindés ennemis. Il connaissait les points faibles du char Sherman. Il s'était exercé avec des mines à bâton et des charges explosives. Le char s'arrêta à 150 mètres de sa position, trop loin pour une charge suicide, assez près pour être atteint par le canon anti-char de 47 mm du bunker voisin. Puis quelque chose se produisit que Takahashi n'avait jamais vu auparavant. Là où le canon principal aurait dû tirer un obus, un jet de liquide jaillit du tube, orange et noir, se déplaçant comme de l'eau dans les airs. La flamme frappa le bunker voisin. Takahashi entendit les hurlements. Il écrivit dans son journal cette nuit-là « L'ennemi a été brûlé vif avec un lance-flamme. La flamme est sombre, avec de la fumée noire. Je ne pouvais pas voir à un pouce devant moi. » Takahashi survécut ce jour-là. La plupart de son unité ne survécut pas. Ce dont il fut témoin était la première utilisation de l'arme la plus terrifiante de l'Amérique dans la guerre du Pacifique. Une arme qui allait s'avérer plus efficace pour nettoyer les fortifications au cours des 4 mois suivants que tout autre système déployé. Une arme contre laquelle les défenseurs japonais n'avaient aucune contre-mesure. Et le pire, c'est qu'ils ne l'avaient jamais vu venir. Le général Tadamichi Kuribayashi arriva sur Iwo Jima en juin 1944 avec une seule mission: faire payer si cher cette île aux Américains qu'ils reconsidéreraient l'idée d'envahir le Japon lui-même. Kuribayashi n'était pas un commandant japonais typique. Il avait vécu en Amérique. Il avait étudié la capacité industrielle américaine. Il comprenait que le Japon ne pouvait pas égaler la puissance de feu américaine dans une bataille conventionnelle. Il décida donc de ne pas livrer une bataille conventionnelle. Kuribayashi étudia chaque défaite japonaise dans le Pacifique: Tarawa, Saipan, Peleliu. Le schéma était toujours le même. Les commandants japonais rencontraient les Américains au bord de l'eau. Ils lançaient de glorieuses charges banzai. Les canons navals et les avions américains les massacraient à découvert. Kuribayashi prit une décision révolutionnaire. Il n'y aurait pas de charge banzai sur Iwo Jima, pas de rencontre de l'ennemi sur la plage, pas de mort glorieuse au combat ouvert. Ces hommes combattraient depuis le sous-sol. Pendant 8 mois, 5000 soldats japonais passèrent presque chaque heure d'éveil à creuser. Ils taillèrent 18 km de tunnels interconnectés dans la roche volcanique. Le plan initial prévoyait 27 km, mais les bombardements américains interrompirent la construction. Ce qu'ils achevèrent était suffisant. Le réseau de tunnels atteignait 7 étages de profondeur par endroit. Des chambres souterraines assez grandes pour contenir 300 hommes, des hôpitaux avec des salles d'opération à 25 mètres sous la surface, des centres de commandement reliés par des kilomètres de fils téléphoniques. Au-dessus du sol, 1500 positions fortifiées parsemaient l'île. Des bunkers en béton aux murs de 1,20 m d'épaisseur. Des portes d'acier qui ne s'ouvraient que pour tirer, puis se refermaient. Chaque position était conçue avec des champs de tir croisés. Chaque centimètre de la surface de l'île pouvait être balayé par les canons japonais. Le génie résidait dans les connexions. Quand les Américains nettoyaient un bunker avec des grenades, les soldats japonais se retiraient par les tunnels et le réoccupèrent par le dessous. Des positions qu'il fallait des heures pour capturer étaient de nouveau opérationnelles en quelques minutes. Kuribayashi avait transformé 21 km² de roches volcaniques en une forteresse défiant toute tactique militaire conventionnelle. Le renseignement américain estimait que l'île tomberait en 5 jours. Avant que les Marines ne débarquent, les forces américaines livrèrent le plus lourd bombardement de toute île du Pacifique. 74 jours consécutifs de bombardements aériens, 6800 tonnes d'explosifs largués sur 21 km² de roches, puis la marine arriva. 22 000 obus de cuirassés et de croiseurs. L'île disparut sous la fumée et le feu. Les planificateurs américains étaient méconfiants. Rien ne pouvait survivre à une telle punition. Les officiers du renseignement prédirent une résistance légère. Le bombardement détruisit moins de 200 des 1500 positions fortifiées. Le réseau de tunnels était pratiquement intact. La plupart des soldats japonais n'avaient pas été égratignés. Ils restaient assis dans leurs chambres souterraines et attendaient.
Kuribayashi leur avait donné des instructions spécifiques. Laissez les Américains débarquer. Laissez-les avancer vers l'intérieur des terres. Laissez-les penser que le bombardement a fonctionné. Puis ouvrez le feu de toutes les directions à la fois. 19 février 1945. 30 000 Marines prirent d'assaut les plages d'Iwo Jima. La première vague ne rencontra presque aucune résistance. Certains Marines pensèrent que le bombardement avait réellement fonctionné. C'était un silence né d'une discipline surhumaine. Pendant près d'une heure, des milliers d'artilleurs japonais regardèrent la force d'invasion débarquer à travers leurs meurtrières. Ils pouvaient voir les cibles. Ils entendirent les Marines crier, mais pas un seul homme ne pressa la détente. Ils attendirent dans l'obscurité, respirant le soufre et la poussière jusqu'à ce que le piège soit plein. Puis, Kuribayashi donna l'ordre. Toutes les positions de canons cachés ouvrirent le feu simultanément. L'artillerie du mont Suribachi, les mitrailleuses de bunkers invisibles dans la cendre volcanique, les mortiers pré-réglés sur chaque mètre de la plage. Le sable noir engloutissait les véhicules. Les chars ne pouvaient pas gravir les terrasses escarpées. Les Marines n'avaient nulle part où se cacher sur la plage ouverte. À la tombée de la nuit, 2400 Américains étaient morts ou blessés. Les Marines n'avaient avancé que de 700 mètres et ils n'avaient même pas encore atteint la ligne défensive principale. Ce qui suivit allait devenir des semaines de combat grotte par grotte, bunker par bunker. Les Marines nettoyaient une position, avançaient, puis essuyaient des tirs venant de l'arrière lorsque des soldats japonais émergèrent des tunnels. Les lance-flammes portables aidaient, mais ils avaient des limitations fatales. Un opérateur devait s'approcher à moins de 40 mètres d'un bunker tout en portant 30 kilos de carburant sur son dos. Les tireurs d'élite japonais ciblaient spécifiquement les opérateurs de lance-flammes. Au troisième jour, les commandants des Marines étaient désespérés de trouver quelque chose qui puisse briser le schéma. C'est alors que 8 chars Sherman modifiés arrivèrent d'Hawaï. 5 mois avant Iwo Jima, le colonel George Hunmack avait rassemblé une équipe à la caserne Schofield, à Hawaï. Hunmack commandait le projet le plus secret des services de guerre chimique dans le Pacifique. Sa mission était simple à énoncer et presque impossible à réaliser: construire une arme capable de brûler les soldats japonais hors de leur grotte sans faire tuer d'Américains dans le processus. Le problème était bien compris. Les lance-flammes portables fonctionnaient, mais les opérateurs mouraient à un rythme horrible. Ils devaient s'approcher des bunkers. Ils étaient lents. Ils étaient des cibles évidentes. Ce dont Hunmack avait besoin, c'était d'un lance-flamme capable d'atteindre des cibles à distance, de transporter assez de carburant pour des opérations soutenues et de protéger son équipage des tirs ennemis. La solution était évidente: monter un lance-flamme sur un char. Les tentatives précédentes avaient échoué. Le système Ronson canadien avait une portée de seulement 55 à 75 mètres. La capacité en carburant ne permettait que 30 secondes de feu. Les défaillances mécaniques dépassaient 40%. L'équipe d'Hunmack devrait repartir de zéro. Hunmack réquisitionna 25 hommes du 117e bataillon de construction navale, les Seabees CB. Ce n'étaient pourtant pas des marins ordinaires. C'étaient des mécaniciens, des soudeurs, des électriciens et des machinistes qui avaient construit des aérodromes sous le feu à travers le Pacifique. Ils résolvaient des problèmes qui laissaient perplexes les ingénieurs conventionnels. Les Seabees travaillèrent aux côtés de la 43e compagnie de laboratoires chimiques et du 5e bataillon de chars des Marines. Armée, Marines et Marines ensemble, unis par un seul objectif. Ils commencèrent avec 8 chars moyens M4A3 Sherman. Le canon principal de 75 mm fut retiré. À sa place fut installé un projecteur de flammes connecté à 1100 litres de carburant épaissi au napalm. Le système fonctionnait sous haute pression, portant la portée au-delà de 150 mètres. Certains tirs atteignirent 200 mètres dans des conditions idéales. Chaque char nécessita 1200 heures de travail de modification. 1100 connexions électriques changées. 150 pièces usinées sur mesure. Les Seabees travaillèrent 24 heures sur 24, dormant par équipe à côté de leurs équipements de soudure, testant, échouant et testant à nouveau. En janvier 1945, 8 chars étaient prêts. Ils ressemblaient extérieurement à des Sherman standards.
Les défenseurs japonais ne sauraient que c'étaient des chars lance-flammes qu'au premier tir. Les chars lance-flammes arrivèrent sur Iwo Jima le 3e jour des combats. Les commandants des Marines n'étaient pas sûrs de quoi en faire. Il n'y avait pas de doctrine pour les lance-flammes mécanisés, pas d'entraînement sur la façon de les intégrer à l'infanterie. Les équipages de chars se débrouillèrent eux-mêmes. La première cible était un bunker en béton qui avait arrêté une compagnie de Marines pendant 6 heures. L'artillerie ne pouvait pas le fissurer. Les grenades ne pouvaient pas atteindre les meurtrières. 3 Marines étaient morts en essayant de s'approcher assez avec des lance-flammes portables. Le Sherman roula jusqu'à 150 mètres. Encore trop loin pour que les canons anti-chars japonais puissent pénétrer le blindage frontal de manière fiable. Une seule rafale de flammes. 4 secondes. Le napalm s'écoula dans le bunker par la meurtrière. Il consuma tout l'oxygène à l'intérieur. Les défenseurs moururent avant même de pouvoir crier. La nouvelle se répandit instantanément dans les lignes des Marines. Les chars lance-flammes pouvaient faire en quelques secondes ce que l'infanterie ne pouvait pas faire en des heures. En quelques jours, chaque commandant de marine sur Iwo Jima demandait un soutien de chars lance-flammes. Les soldats japonais n'avaient jamais rien vu de tel. Leurs bunkers étaient conçus pour résister aux bombes et aux obus, du béton et de l'acier capables d'absorber des impacts directs de canons navals. Rien de tout cela n'avait d'importance contre le feu liquide. Le carburant gélatineux ne se contentait pas de brûler à l'impact. Il éclaboussait le béton et adhérait aux parois. Il trouvait chaque interstice, chaque fissure, chaque conduit d'aération. Il se déversait dans les tunnels et se répandait dans les chambres souterraines. Les soldats qui survivaient à l'explosion initiale mouraient par manque d'oxygène. Le feu consumait tout l'air dans les espaces clos. L'impact psychologique était dévastateur. Des vétérans se souvinrent plus tard que le bruit était presque aussi terrible que la chaleur, un rugissement pressurisé distinctif, comme un moteur à réaction qui démarre, qui couvrait le crépitement aigu des tirs de fusil. Quand ce son résonnait dans les tunnels, chaque homme à l'intérieur savait que le seau était brisé et que la mort était à quelques secondes. Un commandant japonais capturé dit plus tard aux interrogateurs américains que ces hommes abandonnaient leur position dès qu'ils entendaient un Sherman approcher. Pas quand les chars tiraient, quand ils entendèrent les moteurs. La peur était si intense qu'elle frôlait la panique. Le colonel Fred Caldwell fut témoin d'une scène qui capturait le désespoir des soldats japonais face aux chars lance-flammes. Un officier japonais jaillit de sa grotte en direction d'un Sherman qui approchait. Il était seul. Il ne portait que son sabre de samouraï. Caldwell regarda l'homme courir droit sur un véhicule blindé, sabre levé, hurlant. Le chef de char le vit venir. Il fit pivoter le projecteur de flamme et tira. Le jet de napalm l'engloutit instantanément. Il avait disparu avant de pouvoir faire un pas de plus. Tout seul contre le char, se souvint Caldwell plus tard. Je ne sais pas ce qu'il pensait faire, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Caldwell comprenait quelque chose que l'officier ne pouvait admettre, il n'y avait pas de contre-tactique, pas de mesure défensive, aucun moyen de riposter contre une arme qui tuait à 150 mètres de distance. Le code du samouraï exigeait l'action. Alors l'officier chargea et mourut. Le journal de Takahashi Toshiharu décrit ce qui arrivait aux soldats qui ne pouvaient pas échapper aux chars lance-flammes. Son unité reçut l'ordre de charger un Sherman qui approchait avec des charges explosives. 8 hommes. Leur mission était de s'approcher assez pour détruire le char avant qu'il ne puisse tirer. Ils n'en eurent jamais l'occasion. Le char s'arrêta à 90 mètres, trop loin pour charger. Il n'avança pas. Puis les Marines firent quelque chose de pire que de les brûler, ils effondrèrent l'entrée de la grotte. Takahashi écrivit cette nuit-là. Nous avons été enterrés vivants profondément sous terre. 8 personnes qui étaient censées mourir en chargeant les chars ont été profondément enterrées sous terre. Il n'y a pas d'air, de nourriture et d'eau. On devient une momie comme ça. Il survécut en creusant à travers les décombres avec sa baïonnette, tandis que d'autres transportaient les débris en arrière dans l'obscurité. Des heures de travail pour créer un trou de la taille d'une tête humaine. Des 8 hommes qui avaient reçu l'ordre de charger le char, seul Takahashi s'échappa. Des chercheurs militaires britanniques analysèrent l'efficacité des lance-flammes après la guerre. Leur conclusion expliquait tout. Les armes conventionnelles produisaient une mort ennemie pour 1000 litres de carburant dépensé. Les lance-flammes produisaient une reddition ennemie pour 35 litres.
Ce ratio signifiait que les lance-flammes étaient 30 fois plus efficaces pour provoquer des redditions que des morts. C'était une arme psychologique déguisée en arme incendiaire. Des soldats japonais qui se battraient jusqu'à la mort contre des balles et de l'artillerie se rendraient plutôt que d'affronter les flammes. Les mêmes hommes qui chargeaient des mitrailleuses avec des baïonnettes abandonneraient des positions fortifiées à la vue d'un char lance-flammes. Kuribayashi avait construit la défense parfaite contre les armes conventionnelles, mais il n'avait pas de réponse à la terreur. Les Japonais avaient des armes anti-chars. Le canon de 47 mm pouvait pénétrer le blindage du Sherman à courte portée. Mais la courte portée était le problème. Les chars lance-flammes opéraient à 150 mètres. Le canon de 47 mm devait frapper le blindage latéral pour être efficace, ce qui signifiait que le char devait passer devant la position du canon. Les Sherman ne passaient jamais. Ils s'arrêtaient à distance et brûlèrent le bunker sans jamais exposer leurs flancs. Les escouades suicides avec des mines à bâton étaient théoriquement efficaces. Un soldat avec une charge creuse au bout d'une perche pouvait détruire n'importe quel char s'il l'atteignait, mais l'atteindre signifiait traverser la zone de mort à découvert sous les tirs de mitrailleuses des fantassins de soutien du char, puis survivre assez longtemps pour faire détonner la mine. Presque personne n'y parvenait. Les chars lance-flammes avaient trouvé la faille dans la doctrine défensive japonaise. Ils pouvaient tuer depuis au-delà de la portée de toute arme que les défenseurs possédaient. Les chars lance-flammes avaient un autre avantage que les soldats japonais ne pouvaient pas anticiper. Ils ressemblaient aux Sherman ordinaires. Les Seabees avaient monté le projecteur de flammes à l'intérieur d'un tube factice, conçu pour ressembler exactement au canon original de 75 mm. De l'extérieur, il n'y avait aucun moyen de distinguer un char lance-flammes d'un Sherman standard jusqu'à ce qu'il tire. La planification défensive japonaise supposait que les chars engageraient le combat avec des canons et des mitrailleuses. Ils positionnèrent leurs armes anti-chars en conséquence. Quand un Sherman s'approchait d'un bunker, les défenseurs s'attendaient à un duel, leur canon contre le canon du char, les deux camps échangeant des tirs jusqu'à ce que l'un soit détruit. Au lieu de cela, le premier signe que quelque chose était différent était le jet de napalm qui frappait déjà leur meurtrière. La tromperie achetait à l'équipage du char la seule chose qui comptait le premier tir. Les 8 chars lance-flammes à Iwo Jima prouvèrent le concept. Okinawa prouverait qu'il pouvait être étendu. Le 713 bataillon de chars convertit les 54 de ces Sherman en chars lance-flammes spécifiquement pour l'invasion. Le bataillon entier, rien que des lance-flammes. Ils débarquèrent en avril 1945 et passèrent les 3 mois suivants à brûler la ligne Shuri, la position défensive la plus redoutable que le Japon ait jamais construite. Les résultats furent stupéfiants. Le 713e tua 4788 soldats japonais. Ils en capturèrent 49. Les pertes du bataillon furent de 8 tués et 1 disparu, un ratio de perte de près de 600 contre 1. Ils dépensèrent 288 000 litres de napalm à brûler des positions japonaises dans le sud d'Okinawa. Certaines estimations portent le total à plus de 750 000 litres, toutes opérations confondues. Un Seabee qui opérait un char lance-flammes sur Iwo Jima résuma l'efficacité de l'arme. Nous avons fait en 6 heures, avec 4 chargements de carburant, ce qu'un bataillon de chars et 3 compagnies d'infanterie essayèrent de faire depuis 5 jours. Le général Kuribayashi mourut sur Iwo Jima fin mars 1945. Son corps ne fut jamais retrouvé. Sa stratégie défensive avait fonctionné exactement comme prévu contre les armes conventionnelles. Le bombardement échoua. L'assaut initial s'enlisa. Les pertes américaines augmentèrent exactement comme il l'avait prédit. Puis, 8 chars changèrent tout. Les tunnels qu'il avait construits pour protéger ses hommes devinrent le mécanisme de leur mort. Plus ils allaient en profond, plus ils étaient piégés quand les flammes arrivaient. Les secteurs où les chars lance-flammes opéraient connurent 70% de pertes américaines en moins. Ils tuèrent également plus de 6000 soldats japonais, soit par incinération, soit par asphyxie dans des grottes scellées sur Iwo Jima et Okinawa combinés. Les hommes qui les opéraient en parlèrent rarement par la suite. Certains firent des cauchemars pendant des décennies. Un opérateur de chars lance-flammes rêvait qu'il combattait des incendies au lieu de les allumer.
Kuribayashi avait construit sa forteresse pour vaincre tout ce que l'Amérique avait utilisé dans la guerre du Pacifique. Il ne pouvait pas se préparer à une arme qui n'existait pas jusqu'à ce que les Seabees la construisent. Les flammes se sont éteintes il y a des décennies.